Chaque fois qu'il peut acheter quelque chose de nouveau et de très cher, Stéphane Bern est content. Ça tombe bien. David Castello-Lopez est avec nous pour nous raconter les origines des NFT. Ouais. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez peut-être, j'ai fait une chronique sur l'origine du Nyan Cat, ce petit gif débile d'un chat qui vole dans le ciel. Et je vous avais dit que ce gif débile avait été vendu 440 000 € sous la forme d'un NFT. Quelques semaines plus tard, je vous ai parlé de Charlie Beat Me, cette vidéo de deux bébés qui se chamaillent et qui a été vendue 675 000 € sous la forme d'un NFT. Et je pense donc qu'est venu le temps de vous expliquer un petit peu plus en détail ce qu'est un NFT. Bon, comme c'est un peu compliqué, il faut que je vous prévienne que l'aspect origine de la chronique sera assez secondaire, mais il sera là quand même à la fin. En gros, pendant à peu près toute l'histoire de l'humanité, les œuvres d'art, elles étaient uniques. C'est-à-dire que si vous possédiez une petite statue de Ramsès II, personne d'autre ne pouvait posséder cette même statue de Ramsès II. Et si beaucoup de gens voulaient cette statue, eh bien, elle devenait chère selon la loi classique de l'offre et de la demande normale. Et puis, on a inventé la gravure, qui est arrivée en Europe à la Renaissance, et qui a permis de faire, pour certaines œuvres d'art, des séries. Des séries qui pouvaient pas être infinies, car souvent la base qui servait à faire la gravure se détériorait, mais quand même, ces gravures, elles étaient reproductibles. Plusieurs personnes pouvaient posséder la même œuvre d'art en même temps. Et donc, toutes choses égales par ailleurs, les gravures, elles étaient moins chères que les petites statues de Ramsès. Ensuite, il y a eu la photographie, qui a permis de reproduire une scène à l'infini. Mais tout ça, les gravures, la photo, c'était de la gnognotte comparé à ce qui s'est passé avec l'arrivée du numérique. Parce que les choses numériques, c'est même pas qu'elles sont reproductibles à l'infini, c'est que le concept même d'original a plus de sens. Si vous faites 3 millions de copies d'une photo numérique, toutes ces copies seront aussi originales que l'original. Donc la notion de rareté à l'âge du numérique, ça n'existe pas. Bon, ça c'est assez sympa pour tous les gens qui consomment des œuvres numériques, parce que comme l'offre est infinie, c'est souvent gratuit. En revanche, c'est beaucoup moins sympa pour ceux qui font les œuvres numériques, parce que c'est beaucoup plus difficile pour eux de gagner de l'argent. Imaginez que vous puissiez multiplier les carottes à l'infini avec 0 effort, et ben les carottes, ça vaudrait plus rien. Sans rareté, pas de thunes. Eh bien, les NFT, c'est la solution à cette disparition de la rareté. NFT, ça veut dire non-fungible token, un jeton non fongible qui ne peut pas être cédé. Et en gros, c'est une façon d'attacher un certificat d'authenticité infalsifiable sur une œuvre numérique. Et donc de rendre unique quelque chose qui, par essence, ne l'est pas. Bon, je vous cache pas que personnellement, je trouve que c'est du foutage de gueule. C'est artificiel. C'est du foutage de gueule de très très haute volée. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas rare, à quoi ça sert de le rendre rare, J'ai envie de dire tant mieux si c'est pas rare. Mais d'un point de vue économique, ça a du sens. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il y a plein de gens qui sont prêts à dépenser beaucoup d'argent pour assouvir leur désir d'être unique. Et l'une des façons de se sentir unique, c'est de posséder des choses uniques. Alors les grands collectionneurs d'art, ils peuvent dire « Non, c'est pas pour me sentir unique que j'ai acheté 23 Van Gogh, c'est juste parce que j'adore Van Gogh et je veux pouvoir voir ses tableaux tous les jours. » Mais pour les NFT, ça marche pas, parce qu'ils pourraient très bien contempler leurs NFT sans les posséder. Donc pour l'instant, il faut quand même considérer que les NFT, en tout cas les NFT vendus des centaines de milliers d'euros, parce qu'un NFT ça peut coûter 5 €, on parle souvent de ceux qui coûtent des centaines de milliers d'euros, acheter des NFT comme ça, c'est quand même un sacré truc de kéké. De FDP même. De FDP. Les NFT de FDP. Mais je comprends pas, pourquoi ces gens achètent quelque chose qu'on artificiellement rend unique, alors que sur le marché de l'art, il y a suffisamment de choses totalement uniques pour moins que plusieurs centaines de milliers d'euros. C'est simplement en fait c'est souvent un investissement. Ils peuvent dire moi je possède cette chose unique, mais c'est aussi parce que il y a d'autres gens qui vont vouloir cette chose unique, et donc en fait je vais pouvoir me faire de l'argent dans un second temps en revendant mon NFT. Je vais quand même parler un tout petit peu des origines des NFT. Qui est la première personne qui a eu l'idée d'inventer ces NFT ? Eh bien, c'est un artiste new-yorkais qui s'appelle Kevin McCoy en 2014. Et son NFT, c'était ça. Je le montre à la caméra ici. Mais pour ceux qui écoutent cette chronique à la radio... C'est un fond d'écran Windows. Voilà, c'est une petite animation de 5 secondes qui représente un octogone qui change de couleur. Vous voyez, je vous le remets ici. Et ça s'appelle Quantum. Et cette année, Quantum, donc cette petite animation, a été vendue chez Sotheby's, qui est l'une des 2 maisons d'enchères les plus célèbres du monde, avec Christie's. Vous savez combien était vendu ce NFT ? 1,2 million. 1 300 000 €. Très
très très beau. C'est moi qui. Non mais c'est fou, mais le monde est fou. Non, il y en a eu des plus chers que ça. Stéphane, vous êtes fait avoir. Stéphane, si vous voulez construire une nouvelle aile moderniste à votre résidence de Thiron-Gardet, pensez peut-être à un NFT d'une photo de votre visage, ça pourrait suffire pour juste refaire une aile de votre maison. Bon, pour finir, j'avoue que j'ai parlé des NFT comme foutage de gueule. Ils ont aussi des qualités qui pourraient notamment être exploitées dans les métavers, ces univers virtuels en ligne. Mais ça, j'en parlerai dans une autre chronique. Le jour où nous raconterons le métavers, il faudra vraiment qu'on s'accroche. Vous savez qu'il y a des terrains qui se vendent très cher dans le métavers. De l'immobilier virtuel, Stéphane. Vous pouvez acheter une maison ou un terrain dans un univers virtuel qui un jour vaudra peut-être de l'argent pour implanter des pubs, tout ça. J'aime les pierres. J'aime la pierre. Comme les gens normaux, en fait. Et pardon, j'ai une autre demande pour vous, David, parce que ça m'inspire ce sujet. J'ai vu l'expo David Hockney à Paris, et qui est soi-disant le peintre le plus cher au monde. Il y a une partie de l'expo, il y a des vraies peintures, et d'autres qui sont il a fait à l'iPad en fait, et c'est juste imprimé. Et j'ai une question, et enquêter là-dessus, et ça vaut quoi en fait, du David Hockney imprimé, sachant qu'il l'a imprimé lui-même? Est-ce que ça a une valeur? Est-ce que s'il a signé, voilà, oui, ça vaut. Tant qu'il y a une façon de rendre la chose rare, ça peut avoir une grande valeur. Donc oui, si on peut breveter ce petit Nine. Regardez le nombre de fois où vous signez des pages blanches en pensant que ça va valoir quelque chose un jour. Mais pourquoi ce besoin de m'humilier, Stéphane? C'est fou. Moi, je suis si doux avec vous. Oui, bien sûr, vous avez raconté des horreurs. Moi, j'ai 2 livres de Stéphane dédicacés, mais je mise dessus pour ma retraite. Oui, mais il faut les lire aussi. Mais on pourrait, je ne veux pas y toucher. Non. On pourrait prendre un NFT, prendre une photo. On fait un NFT et on le signe tous. On le signe, l'année prochaine, on le vend 1,3 million et on part. Il n'y a pas Pauls. Voilà. Il y a pas moi. Ça sera vendu comme NFT. Voilà, cette petite photo qu'on peut retrouver. Magnifique. Merci. Et vous nous tenez au courant de notre cote. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube Dailymotion et sur le site europe1.fr.